que nous partageons avec du fait de la complication rénale qui constitue donc une complication grave et sévère dans notre contexte. Alors, je vous rappelle juste que le diabète, comme il a été déjà dit, c'est une maladie fréquente, représente un fléau mondial, donc qui ne cesse d'augmenter dans le monde. Et on attend pour 2035 une augmentation de plus de la moitié des chiffres et prévalences existantes. En 2012, donc, nous avons noté 1,5 million de décès, 80% dans les pays en voie de développement. Beaucoup de dépenses, un fardeau pour la santé publique. Et en 2030, donc, le diabète sera la 7e cause de décès, et surtout dans les voies en voie de développement. Alors, déjà pour dire une enquête marocaine du ministère de la Santé en 2000 a noté que le diabète était noté dans 6,7%. Et que des données marocaines de 2014, c'est des diapos que j'ai empruntés auprès du professeur Hind El-Iraqi, endocrinologue, que le rapport de l'IF, de l'Internationale Fédération de Diabète, a noté que le diabète représentait 7,5% en 2014 et qu'actuellement, en 2016, l'OMS a noté que la prévalence du diabète était de 12,5%. Donc, le surpoids a été noté dans la moitié de la population et l'obésité chez 21% des cas. Pour revenir à dire que pratiquement 75% de la population était donc à un poids au-delà du poids normal. Alors, qu'en est-il de l'atteinte rénale du diabétique? Donc, la plus fréquente et la principale, c'est la néphropathie diabétique. C'est un défi de santé publique c'est une pathologie qui augmente de plus en plus de façon régulière et qui constitue donc la première cause d'insuffisance rénale chronique terminale dans le monde et au Maroc. Elle est grave parce qu'elle est responsable d'une morbimortalité cardiovasculaire très importante qui représente la première cause de décès chez cette population, d'où l'importance de dépistage précoce de la prévention de cette maladie rénale qui constitue donc aussi bien un fardeau économique qu'un fardeau médical. Alors, cette néphropathie diabétique survient surtout et très fréquente chez le diabétique de type 2, puisque c'est le diabète le plus fréquent par le monde. Il est en rapport avec une augmentation de la fréquence de l'obésité, et comme nous l'avons remarqué dans tous les pays et aussi bien dans notre pays, le vieillissement de la population, ce qui fait que cette pathologie va émerger à un âge très avancé, une diminution de la mortalité cardiovasculaire, donc par une meilleure prise en charge de cette pathologie, ce qui laisse le temps à cette atteinte rénale d'émerger, et cette néphropathie de plus en plus fréquente du fait de meilleur dépistage des atteintes rénales du diabète que par le passé, mais il reste encore des choses à faire. Alors, sur cette étude américaine, donc évaluant les différentes causes de la maladie rénale chronique, nous notons que le diabète sucré constitue la première cause de la maladie rénale chronique. Aussi au Maroc, l'étude Maremar, maladie rénale au Maroc, qui avait pour objectif de déterminer la cause des maladies rénales ou la fréquence des maladies rénales au Maroc, a noté que le diabète constitue la première cause de ces maladies rénales chroniques, suivie par l'HTA et les autres donc atteintes rénales, notamment en 3e position, la néphropathie lithiasique au lieu des glomérulopathie. Vous rappelant que ce matin, je viens de recevoir donc un mail, notant qu'il y a eu l'apparition de cet article publié dans le dernier numéro de Kidney International. Alors, ça, c'était la maladie rénale chronique. Toujours au Maroc, le registre magrédial, Maroc greffe dialyse. En 2007, il a publié les différentes causes de mise en dialyse du patient marocain et le diabète venait en première ligne, constituant 17% de ces patients dialysés. En France, le registre rein, toujours des patients dialysés en France, le diabète toujours représente la première cause de mise en dialyse. Alors, qu'en est-il de cette histoire naturelle du patient et pourquoi c'est une atteinte qui est de plus en plus fréquente?
du fait que c'est une maladie qui reste asymptomatique pendant toutes les phases silencieuses et progressives, et elle n'est symptomatique qu'à un stade tardif d'insuffisance rénale chronique où donc, les événements sont déjà dépassés sur le plan clinique. Alors la physiopathologie de cette atteinte rénale est très complexe, mettant en jeu aussi bien des voies métaboliques que des voies hémodynamiques, mais le principal facteur déclenchant cette atteinte rénale, c'est l'hyperglycémie, donc chronique et permanente, qui va engendrer donc l'activation de différentes voies métaboliques et aussi bien au niveau général qu'au niveau cellulaire. Alors pour vous résumer cette physiopathologie, donc 3 facteurs sont indispensables pour développer la néphropathie diabétique. D'abord le facteur métabolique qui est l'hyperglycémie chronique, qui est responsable de la production des produits avancés de la glycation et de l'activation de certaines voies métaboliques qui vont engendrer donc la production de certaines protéines inflammatoires et de cytokines. Le facteur hémodynamique qui est donc secondaire à l'activation du rénine-angiotensine, responsable de modifications hémodynamiques intraglomérulaires. Et enfin, un facteur génétique et environnemental qui est très important et qui explique pas tous les diabétiques vont développer une néphropathie diabétique. Alors, pour dire que donc, ces 2 mécanismes métaboliques et hémodynamiques vont être responsables de certaines modifications fonctionnelles au niveau du glomérule, responsables d'une augmentation de la perméabilité membranaire, diminution de la filtration glomérulaire et de la réabsorption, et au niveau organique glomérulaire, donc des altérations histologiques très approfondies, responsables d'une atteinte rénale. Au début, donc cliniquement, elle est toujours asymptomatique. Sur le plan biologique, donc paraclinique, on assistera à une apparition au début de la maladie d'une microalbuminurie et non traitée va évoluer donc vers l'aggravation de la maladie rénale, voire l'insuffisance rénale et la mise en dialyse. Donc l'histoire naturelle du diabète, elle est très reconnue et bien illustrée chez le diabétique du type 1 puisque nous connaissons et déterminons le début du diabète. Elle était donc bien déterminée et définie par Mogensen qui donc définit que la néphropathie diabétique apparaît en même temps que l'apparition du diabète, mais qu'il est asymptomatique. Et ce n'est que 5 à 10 ans après le début du diabète qu'apparaîtra des modifications cliniques à type d'hypertension artérielle et apparition d'une albuminurie au niveau des urines. Et non pris en charge, ces manifestations vont se développer progressivement jusqu'à atteindre l'insuffisance rénale chronique terminale aboutissant à la dialyse. Donc ça, c'était bien défini pour le diabète de type 1. Qu'en est-il pour le diabète type 2? Alors l'histoire naturelle du diabète type 2 est méconnue puisqu'on n'a jamais de date précise du début du diabète et que l'hyperglycémie va donc se développer de façon permanente, engendrant des complications qui vont donc être peut-être le motif de diagnostic de cette maladie diabétique à un stade de complication. Et à ce stade-là, donc la néphropathie diabétique ne veut pas être due à un seul mécanisme qui est le diabète, mais à plusieurs donc, facteurs concomitants, notamment donc l'existence d'une hypertension artérielle et ses complications athérosclérotiques, ainsi que donc des atteintes athéromateuses pouvant engendrer donc une atteinte rénovasculaire. Alors, en tout cas, l'histoire du diabète fait que tout se passe au début de la maladie, mais qui sont asymptomatiques sur le plan rénal. Et au fur et à mesure que le temps passe, il y aura des complications qui vont apparaître. Ce que je voulais partager avec vous ce matin, c'est que de plus en plus, on est confronté à des atypies de cette manifestation rénale chez le diabétique, ainsi que de spécificités de cette atteinte. Alors, donc, ces différentes publications réalisées chez le diabétique de type 1 ou de type 2 et chez des patients en insuffisance rénale chronique montrent que cette histoire naturelle chez le diabétique de la néphropathie diabétique n'est plus respectée, sachant que des patients qui ont une insuffisance rénale avec une clairance moins de passante peuvent se présenter sur le plan clinique avec une durée de diabète avancée, soit avec une normoalbuminurie, soit avec une microalbuminurie. Or, l'histoire a dit que nous développons l'insuffisance rénale qu'après avoir passé par le stade de protéinurie. Et ça, c'est une particularité qui démontre que les processus inflammatoires et proactifs vont être dépassés dans le temps. Et donc, sur le plan clinique, nous allons engendrer donc, des manifestations beaucoup plus précoces que d'autres, toujours en rapport avec la néphropathie diabétique. Alors, je me suis intéressée à l'étude de Perkins,
qui a été publié en 2010 chez les diabétiques de type 1 pour dire que chez cette population diabétique de type 1 avec insuffisance rénale chronique, au bout de 12 ans d'évolution du diabète, nous assistons à une diminution de la filtration glomérulaire, donc une insuffisance rénale, toujours au stade de microalbuminurie. Et donc, malgré que c'est un diabète type 1, nous avons donc pu arrêter la progression de la protéinurie. Cependant, les lésions rénales ont été en rapport avec d'autres manifestations histologiques. Toujours chez la même population diabétique de type 1 en insuffisance rénale chronique, donc 13% de ces patients avaient développé une insuffisance rénale après tout à fait une évolution de 12 ans, mais tout en gardant une normoalbuminurie. Donc, ça, c'était pour le diabète type 1. C'était des études observationnelles qui ont donc montré cette atypie d'évolution du diabète. Alors, dans le diabète type 2, donc là, l'histoire, c'est plus différente puisqu'on n'arrive jamais à dépister les patients à leur début de leur maladie. Et donc, c'est des patients qui vont se présenter soit avec une protéinurie massive dès le diagnostic et rapidement une insuffisance rénale chronique qui va être donc secondaire à cette protéinurie responsable d'un détachement des podocytes au niveau histologique et d'une fenestration des cellules qui laisse passer cette protéinurie massive et qui est néfaste pour les tubules. Deuxièmement, il y a une deuxième forme chez les diabétiques de type 2, c'est qui va se présenter avec une forme hypertensive, sévère et résistante, qui est responsable dans les premières consultations d'une insuffisance rénale rapidement progressive, et ceci est en rapport avec une atteinte histologique responsable de cette insuffisance rénale progressive. À côté de ça, on a les lésions d'atteinte glomérulaire. Donc, toutes ces atypies posent la question, faut-il biopsier ces patients ou pas? Donc, il y a une recommandation canadienne qui a été publiée en 2013, disant que pour biopsier les patients après une évolution du diabète de longue date, après une mise au point de sa globalité, on ne biopsie les patients qu'à lorsqu'il y a des atypies très, très pointues qui ne sont pas compatibles avec l'histoire du diabète. Alors, quelles sont les autres atteintes rénales qui ne sont pas liées à la néphropathie diabétique, mais qui sont favorisées par le diabète? Rappelons l'infection urinaire qui est de plus en plus fréquente, surtout au-delà de 50 ans chez la femme, lorsqu'il existe une vessie neurogène, et le traitement ne doit se faire que lorsque cette infection urinaire est symptomatique, à différence quand on disait qu'il faut systématiquement faire des ECBE chez les diabétiques et traiter les patients, quel que soit l'état clinique. La pyélonéphrite emphysémateuse, qui est une complication rare mais grave, elle est d'évolution défavorable au décours d'une pyélonéphrite et le diagnostic se fait par l'uroscanner qui montre donc des bulles d'emphysème au niveau du rein. Alors la nécrose papillaire, là aussi, c'est une complication rénale favorisée par le diabète qui devient de plus en plus fréquente, secondaire à l'ischémie de l'artériosclérose chez ces patients et associée le plus souvent à une infection urinaire. Alors, l'obstacle des voies urinaires, surtout en cas de vessie neurogène et chez l'homme avec l'hypertrophie prostatique. La sténose des artères rénales, donc, qui doit être suspectée devant tout patient diabétique avec une hypertension artérielle sévère, un OAP, asymétrie des reins au niveau de l'échographie et le Doppler associé à l'artériographie peut faire le diagnostic. Alors, qu'en est-il du dépistage de cette maladie? Il repose essentiellement sur l'albuminurie. Donc, l'albuminurie qui commence à remplacer la terminologie de la micro et la macroalbuminurie, surtout chez les anglo-saxons, et qui donc définit l'albuminurie selon une valeur, et il est stadifié de sévère à modéré. Dans notre contexte, on garde la notion de microalbuminurie et de protéinurie, puisque ces deux prélèvements et deux dosages qui se font de différentes méthodes au niveau du laboratoire, et que la confirmation se fait sur les échantillons des 24 heures, et donc ça passe par un dépistage par la bandelette urinaire pour donc orienter le dosage vers la micro ou la macroalbuminurie. Deuxième test important dans le dépistage de la maladie rénale ou la néphropathie, c'est l'évaluation de la fonction rénale et surtout c'est le calcul de la créatinine par différentes équations, dont la plus importante c'est le MDRD, qui nous permet de stratifier donc la maladie rénale en fonction des stades, allant de la maladie rénale sans insuffisance rénale jusqu'à l'insuffisance sévère et la dialyse. Alors, l'Internationale Société de néphrologie a établi des recommandations, vu que c'est une maladie
la plus fréquente dans la pathologie rénale. Ils ont stratifié donc la maladie rénale chronique en fonction de l'existence du diabète. Et ils ont tenu compte cette fois-ci de l'élimination de l'albuminurie et de l'insuffisance rénale pour pouvoir établir un pronostic de la pathologie, prédire donc la prise en charge spécialisée et surveillance au long cours. Alors le dépistage, je ne le redis pas, c'est donc l'albuminurie et l'évaluation de la créatinine. Le traitement donc a pour objectif surtout l'équilibre glycémique, le contrôle tensionnel et la néphroprotection pour éviter la dialyse. Et donc les mesures hygiéno-diététiques sont incontournables et je précise là surtout le régime des sodés qui donc voit sa baisse à 3 grammes par jour. Le contrôle glycémique, si le patient il est sous antiglycémique par voie orale, il faut savoir adapter la dose en cas d'insuffisance rénale chronique, sachant que l'insuline peut être indiquée à tous les stades de la maladie rénale chronique. Le contrôle de l'hypertension artérielle est très important parce qu'il représente le facteur de progression de la maladie rénale. Et donc, les objectifs tensionnels chez le diabétique, selon les recommandations européennes de cardiologie et d'hypertension artérielle, c'est moins de 140 de systolique et 85 de diastolique. Et quand existe une néphropathie, donc la systolique va avoir une baisse à 130, la cible est de moins de 130 mm de mercure. Les Américains donc respectent donc la définition de l'OMS et préconisent une cible de moins 140-90, quel que soit l'état rénal. Alors, stabiliser la néphropathie, c'est l'inhibition du système rénine-angiotensine, soit par des IEC ou des ARA2, de première intention en cas d'hypertension artérielle, associée à d'autres médicaments, surtout des diurétiques, en première ligne dans notre contexte et en fonction de la clairance de la créatine. Alors, le système rénine-angiotensine nécessite des précautions, surtout donc une recherche systématique des sténoses des artères rénales et une surveillance biologique. Le double blocage relève du néphrologue pour des stades très involus de la maladie. Éviter les facteurs aggravants et en parler aux patients, surtout pour traiter les infections urinaires. Attention aux épisodes de déshydratation pour arrêter tout le traitement. Les médicaments néphrotoxiques, il faut en parler avec tous les médecins. Attention aux produits de contraste et évaluer le bénéfice-risque avant d'injecter un produit de contraste. Enfin, les autres mesures, c'est toutes ces interventions doivent être coordonnées entre les différents intervenants pour pouvoir donc orienter le patient vers la bonne thérapeutique. Le traitement de l'insuffisance rénale chronique, donc c'est la dialyse ou la transplantation rénale chez ces patients. Les traitements actuels ou futurs, en plus donc du contrôle glycémique strict et du bloqueur du système rénine-angiotensine. Les autres traitements donc, de la néphropathie émergente sont soit en cours, soit arrêtés pour plusieurs raisons, soit pour des effets secondaires ou pour des effets négatifs. Alors, en conclusion, l'atteinte rénale du diabétique, c'est une atteinte fréquente. C'est une atteinte qui devient de plus en plus atypique sur le plan clinique. Elle est sévère parce qu'elle est responsable d'une morbimortalité cardiovasculaire très importante. Le dépistage permet de ralentir cette atteinte. Sa prise en charge elle est multidisciplinaire. Le traitement passe avant tout par un bon équilibre glycémique et un contrôle de la pression artérielle systémique. Et la néphroprotection, donc, fait recours au bloqueur du système rénine-angiotensine. Je vous remercie.